écoute, sur ce livre, Le maire et les barbares, je rappelle que c'est un livre qui a été publié en février 2020 chez Albin Michel. Il s'agit d'une enquête très minutieuse sur une situation alarmante à Bobigny. La date de sortie de février, voilà, Ève nous montre la couverture. La date de sortie de février 2020 n'est pas complètement anodine, puisqu'on est à la veille des élections municipales, et que dans le livre, si je dois résumer en un seul terme le livre d'Ève, je dirais que parmi toutes les affaires de clientélisme communautariste qui sévissent sur le sol national, celle-là a une particularité, c'est qu'elle lie une équipe municipale au fameux gang des barbares qui a organisé l'enlèvement, enlevé, séquestré, torturé et finalement assassiné Ilan Halimi en 2006. Donc, on n'est pas dans une affaire même virulente, on est dans quelque chose de, somme toute, beaucoup plus grave, qui justifiait pleinement la sortie de ce livre. Et on peut toujours extrapoler, une fois qu'on a fait le tour de cette affaire-là. Ce livre dit beaucoup de choses du clientélisme communautariste. Donc après, évidemment, des questions très précises liées à cette affaire particulière qui s'est déroulée à Bobigny, on pourra faire une extension plus générale vers les dérives du clientélisme communautariste, les dérives anti-républicaines du clientélisme communautariste. Et j'ai presque envie, Ève, si tu veux bien, de te lancer par une petite question qui a l'air comme ça, une entrée par une fenêtre et pas par la grande porte, mais ça paraît important. Peux-tu rappeler comment, alors que tu es en poste à l'AFP dans le département du 93, tu as eu connaissance de relations contre nature entre l'équipe locale de l'UDI et le gang des barbares, et qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur ce sujet, s'il te plaît? Merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Donc, merci Jean-François pour cette introduction. Effectivement, alors j'étais en poste même, pas seulement dans le 93, mais à Bobigny même, puisque l'AFP en fait a des bureaux en banlieue, banlieue nord, banlieue sud, et un bureau à Bobigny avec des journalistes qui sont là tous les jours. C'est important de le dire parce qu'on ne vient pas juste quand il y a un gros fait divers. Voilà, on prend le métro tous les matins et on a un bureau là-bas. Et ben, j'ai entendu parler de ces liens, cette alliance, par un tract. Donc ça commence vraiment comme dans un film, comme dans une série Netflix, c'est-à-dire qu'il y a un tract juste après l'élection en 2014, donc la précédente municipale de l'UDI, donc le parti de centre droit, prend le pouvoir à Bobigny. Et 2 mois plus tard, donc on est en mars 2014, en juin 2014, un tract anonyme est distribué dans la ville, que je reproduis d'ailleurs dès la première page de mon livre dans l'introduction, parce que c'est le point de départ de mon enquête, qui dit la municipalité de Bobigny, la nouvelle municipalité qui a mis fin à un siècle de gestion communiste, a recruté de la racaille, par exemple, Madame Benakouche Linda, chargée de mission politique urbaine dans notre ville, donc qui a été recrutée comme ça, et la compagne de Jean-Christophe Sombou, donc qui est incarcéré, qui a été donc actuellement en prison au moment du tract, pour sa participation donc à l'assassinat d'Ilan Halimi. Et le tract rappelle que M. Sombou fait partie du gang des barbares, etc. Et puis il y a d'autres considérations disant observer Drancy arrive en force, parce que Bobigny est très lié à la ville de Drancy, qui est voisine et qui est dirigée donc par l'UDI, en l'occurrence Jean-Christophe Lagarde.
qui est député de la circonscription, mais aussi maire de Drancy depuis 2001. Voilà. Donc, Drancy arrive en force, c'est une façon de dire, voilà, on devient aussi une sorte de dépendance, Bobigny, une sorte d'annexe de Drancy. Voilà, donc c'est un tract, ça commence par un tract, et au début, la première personne à en faire état, c'est d'ailleurs un site de la communauté juive qui s'appelle Alliance, et c'est Claudine Douillet, qui n'est pas journaliste, mais qui va prendre au sérieux ce tract et va faire un début d'enquête et va le publier sur le site d'Alliance. Très vite, bon voilà, il circule. Moi, c'est comme ça qu'on me l'envoie, que quelqu'un de la communauté me l'envoie en me disant bah tiens, je sais que tu prends tes fonctions à Bobigny, bah voilà, bienvenue, voilà. Et c'est vrai que moi au début, je le prends pas forcément au sérieux parce que le tract, il y a des fautes d'orthographe, c'est presque trop gros pour être vrai, quoi. Le tract, il est mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, on se dit quoi, c'est quoi cette histoire? Il analymie, pour moi, c'est une histoire classée. Elle a été jugée 2 fois en appel. Voilà. Et puis, en fait, c'est donc Claudine Douillet, puis ensuite, c'est Marianne qui va faire un travail aussi d'enquête pour découvrir que c'est vrai, ils ont bien embauché cette femme. Qu'elle est bien liée, c'est bien la compagne de Jean-Christophe Sambou. Voilà. Puis Marianne sort un article en juillet 2014 qui fait pas mal de bruit, mais ensuite ça retombe. Et bon, moi aussi je passe à autre chose. L'actualité est assez chargée de la Seine-Saint-Denis. J'ai une région assez vaste à couvrir. J'ai aussi la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, enfin bref, toute la banlieue nord. Et puis, un jour, c'est un militant de l'opposition qui vient me voir et qui me dit tu devrais creuser, tu devrais creuser ces liens parce qu'en fait, parce qu'ils sont pas contingents. C'est pas bon, voilà, il se trouve qu'ils ont embauché la femme de Sambou. Il y a des liens qui sont importants. Et intéresse-toi à Sambou, etc. Et au début, c'est vrai que pareil, là, je me dis, oh là là, mais c'est trop gros pour moi, j'ai pas le temps, je vais pas me lancer là-dedans. Il me semble, ce militant me semble très crédible parce qu'il connaît très bien le système, ce qu'on appelle le système Lagarde là-bas, qui est un peu comme le système Dassault, un système, on va dire, clientéliste très bien implanté donc depuis 2001. C'est un très bon connaisseur. Il a fait même condamner Jean-Christophe Lagarde en justice. C'est un opposant, voilà, un opposant politique de gauche. D'ailleurs, je le cite dans le livre, donc je peux le citer. Hugo, c'est Hugo Portier, qui est donc en quelque sorte mon lanceur d'alerte sur cette enquête. De quel parti, il me dit, de quel parti il est, Hugo? Alors, Hugo, il était plutôt au départ proche du Parti socialiste. Enfin, voilà. Puis, il était secrétaire de section à Drancy. Et très jeune, il a commencé à analyser le système Lagarde, à faire des… Bon, il faisait aussi des articles, mais toujours très fouillés dans le journal municipal, enfin, la place qu'on lui laissait. Et puis, il s'est présenté contre lui, mais… ensuite, sous les couleurs France Insoumise, passe la députation en 2017, ouais. Mais voilà, il a… donc c'était lui, enfin voilà, c'est lui qui m'a poussé à y aller. Et en fait, pour sa question de départ, ça a été pourquoi, voilà, pourquoi Jean-Christophe Lagarde n'a-t-il pas réagi suite à la publication de l'article de Marianne, puisque il faut comprendre que l'équipe en place à Bobigny, donc qui a pris le pouvoir en 2014, ce sont des proches de Jean-Christophe Lagarde, qui est en quelque sorte le boss de la circonscription, on va dire. C'est le patron. Et il a notamment le premier adjoint, Christian Bartholmé, qui est un peu un des héros, si on peut dire, de mon livre, enfin en tout cas une figure importante. Le premier adjoint, c'est un ami de 30 ans de Jean-Christophe Lagarde. Il est employé à son cabinet à Drancy.
Hein, il cumule les deux emplois. Et c'est lui que c'est un vieil apparatchik du centre, enfin, qui est passé par plein de cabinets. Je vous passe les détails de sa biographie, mais bon, c'est vraiment la baronnie. Là, on est dans la baronnie locale, voilà, la droite montain, centriste et de lointaine filiation démocrate chrétienne, donc pour qui la religion n'est pas un tabou. Moi, je trouve qu'on commence à se noyer dans les détails. Et c'est un peu le problème de cette affaire. Moi, je voudrais qu'on reprenne de la hauteur tout de suite, parce que les gens, ils s'en foutent. On ne sait pas qui est monsieur machin, le tract de la sauce machin. Moi, je ne vis pas à Bobigny, j'en ai rien à faire, d'accord? Je vais être clair, net, précis. C'est des petites salades dans un petit saladier. Donc, ce n'est pas très intéressant, a priori. Or, ton livre est intéressant, même s'il est rempli de cette salade. Il est intéressant parce qu'il met le focus sur un système qui, par définition, dépasse Bobigny et certainement se reproduit ailleurs, peut-être pas de la même manière. Et il est intéressant parce qu'il est emblématique et aussi parce qu'il met en cause deux poids assez forts. Donc, ce député Lagarde, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il dirige l'UDI, il faut que tu expliques ce que c'est l'UDI. L'UDI, c'est en fait le successeur de l'UDF, si je comprends bien. Parce que l'UDF qui était le parti de Giscard d'Estaing, c'est quand même pas n'importe quel parti, même s'il a été réduit, même si le Parti socialiste n'est plus ce qu'il a été, ni le Parti communiste, c'est des partis quand même emblématiques. Donc, c'est bien, si j'ai bien compris, Lagarde, c'est ça. Lagarde, c'est quelqu'un qui a une ambition présidentielle, c'est pas juste le maire d'une petite ville de banlieue. C'est plus que ça. Et le gars à qui on a affaire, en face, enfin, il y a toute une bande de gens, il y a toute une brochette de personnages, les plus divers et variés. Il y en a quand même un qui est le plus emblématique, tu développeras plus tard, mais qui est lié, semble-t-il, et même peut-être la tête pensante du gang des barbares qu'a enlevé Ilan Halimi. Donc l'affaire, c'est ça. L'affaire que tu soulèves, c'est qu'on a un personnage politique potentiellement de premier plan. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale, je crois. Oui. Pas rien. C'est pas juste le maire d'une petite ville qui fait un peu quelques micmacs avec le militant local et le maçon et je ne sais pas qui est l'entrepreneur local. Des histoires comme ça, il y en a partout. Tout le monde le sait. Qu'à lire le Canard enchaîné, chaque semaine, on est servi. Et donc, c'est pas juste cette affaire-là. Et du coup, ça met en lumière un problème très important qui est un clientélisme entre des gens qui, a priori, n'ont strictement rien à faire ensemble. Donc, un monsieur qui est très propre sur lui, en costume cravate, qui est le député Lagarde, qui est un monsieur très bien apparemment et qui présente très bien, et puis une bande de totos de banlieue qui font du trafic de drogue et autres, et éventuellement beaucoup plus grave avec l'affaire Halimi, et des islamistes au milieu de tout ça, mais tout le monde n'est pas islamiste. Enfin, on a une espèce de mélange, et c'est ça qui est intéressant dans ton livre. Donc, je voudrais qu'on reparte sur ces fondamentaux, parce que sinon on va se noyer très vite entre Madame Machin, qui a été employée par Monsieur Machin, etc. Même si tout ça est important pour comprendre l'importance de la chose, mais c'est un peu le petit côté de la lorgnette. Moi, je voudrais le gros côté d'abord, pour que les gens comprennent l'enjeu. Oui, non, mais tu as raison. Non, mais là, c'était parce que je répondais à la question de comment tout a démarré. Et je voulais, bon, c'est vrai que cette histoire de tract, c'est comme dans un film, quoi. On se dit, c'est pas possible, un tract anonyme déposé devant la synagogue, alors qu'on pourra y revenir parce que la communauté juive, la toute petite communauté, ce qu'il en reste local, a joué un rôle aussi là-dedans important. Voilà, donc c'est aussi, j'en parle aussi dans le livre. Mais oui, tu as bien brossé le tableau. On a d'un côté, je vous dis, un baron important qui a effectivement à la fois un fief, qui est à la tête d'un fief électoral qui ne cesse de renforcer d'ailleurs année après année depuis 2001, qui d'ailleurs a été le premier à droite à enfoncer un coin dans la citadelle PC qui est la Seine-Saint-Denis. C'était quand même la banlieue rouge par excellence. Et Lagarde, il arrive à 35 ans, il prend la ville, etc. Et puis de l'autre, ça aussi, il faut expliquer. Excuse-moi, mais ça aussi, chef tel, quand il faut expliquer, je ne suis pas sûr que tout le monde, il y a des gens qui connaissent ça très bien et qui savent très bien ce que c'est la banlieue rouge. Mais là, ce qu'on appelle la ceinture rouge de Paris, c'est toutes les banlieues
après le périphérique, toutes les banlieues populaires, qui étaient effectivement, qu'on a appelé ça la ceinture rouge, parce que c'était des mairies communistes depuis très longtemps. Et Bobigny était le plus dernier fief, c'est 1919, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est à la naissance du Parti communiste. Oui, donc c'est des villes. C'est des villes façonnées par le Parti communiste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose à l'époque de gloire du Parti communiste. Les noms des rues, la cité Karl Marx, tout ce qu'on veut, Gagarine, on a tous les noms, l'avenue Lénine, tout ce que vous voulez, marque la chose. C'est vrai de beaucoup de municipalités autour de Paris. Et le Parti communiste étant tombé, la population ayant changé aussi, la sociologie de ces banlieues. Surtout, les usines ayant fermé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que petit à petit, les usines ferment. Il y a tout en fait, il y a toute ce qu'on appelle la contre-société communiste qui existe avec les syndicats, les amicales de locataires, les organisations de jeunesse, l'humanité. En fait, le parti encadre la vie du matin au soir, je dirais, et puis de 2 ans à la vieillesse, quoi. Et donc, tout ça, en fait, avec la fermeture des usines, la désindustrialisation qui frappe vraiment la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire industriel, fait que le parti, petit à petit, n'a plus prise sur la société et n'est plus en phase avec, effectivement, comme tu dis, une société qui change, enfin une population qui change, avec une arrivée aussi de l'immigration, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est Roissy, c'est la porte d'entrée de l'immigration en France. Et donc, et puis la question religieuse, effectivement, qui commence à monter, auxquelles ils ne sont pas sensibles. Donc, petit à petit, en fait, ils restent en place, les municipalités restent en place, mais sont de plus en plus mal élus, l'abstention est très forte, jusqu'à ce que, donc effectivement, Lagarde, c'est un peu un hasard qu'il arrive à gagner en 2001. Il ne s'attendait pas lui-même, je pense, à gagner. À Drancy. À Drancy, voilà. Et puis après, il va se dire, pour renforcer mon pouvoir, j'ai intérêt à conquérir Bobigny, parce que Bobigny, c'est la grosse ville de la circonscription. Et puis, c'est un symbole, quoi. C'est là où il y a la préfecture. Comme tu dis, c'est le symbole aussi du communisme municipal et de ses réalisations les plus emblématiques, aussi bien architecturales que culturelles, avec la fameuse MC 93, la maison de la culture de 93, où se presse toute l'élite parisienne. Ce n'était pas le cas au début, mais c'est devenu ça finalement, quelque chose d'assez élitiste. Et puis, voilà, Bobigny la Rouge, c'est toute une vie symbole. Et donc, en fait, Lagarde va se dire, il faut cette ville, quoi. Parce qu'il a été élu un peu par effraction à Drancy, mais il est sur un siège éjectable parce que la circonscription et puis le département est de gauche. Et d'ailleurs, au présidentiel, à chaque fois, ça vote Royal à 67%. François Hollande, il fait son meilleur score de toute la France, c'est-à-dire meilleur que même à Tulle. En Seine-Saint-Denis, quoi, et à Bobigny en particulier. Donc, voilà. Et donc, bon, alors après, l'élection municipale, c'est une élection un peu différente, de proximité, etc. Mais il y a quand même une sorte de décalage entre les élections nationales et municipales. Et donc, il se dit, il me faut cette ville. Et comment? Et en fait, pour un maire de droite, un homme de droite, la difficulté qu'il a, c'est qu'il lui faut à la fois le vote des pavillons, qui votent plutôt à droite. Donc, ça, c'est la blague de… C'est pas une blague juive, mais c'est la blague de… Mince, le comique qui a le bras… Jamel Debbouze, il disait un électeur de droite en banlieue, c'est un électeur communiste qui s'est fait cambrioler 3 fois. Voilà, donc ça, c'est l'électeur du pavillon, qui est un ancien électeur communiste et qui veut des caméras de sécurité dans les rues parce qu'il en a ras-le-bol, parce qu'effectivement, il s'est fait fracturer son pavillon. Qui est un peu raciste éventuellement, bon voilà, et qui en général a pu perdre son emploi, enfin bon, et qui se sent c'est un peu dans une situation d'insécurité culturelle. Donc lui vote à droite, mais après le problème c'est qu'il y a le vote des grands ensembles, quoi, des cités.
Et celui-là, il est plutôt acquis à la gauche. Bon, ça votait plutôt à gauche ou ça votait pas, en particulier les jeunes. Alors, ça votait pas soit parce que les gens n'avaient pas la nationalité. On ne peut pas voter quand on est étranger aux élections locales, même aux élections locales, je veux dire, ou ça ne votait pas parce qu'on ne se sentait pas représenté, il y avait la question. Et puis, depuis 2005, en fait, après les émeutes de 2005, il y a tout un mouvement qui se met en place, on incite les jeunes, à Celle-Feu à Clichy, enfin, il y a des associations qui incitent les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, à participer. En pensant que la participation politique est peut-être pourrait être une réponse au mal-être des jeunes, etc., pour exprimer ces révoltes. Et donc, ils vont monter des listes citoyennes. En 2008, ça commence. La première fois qu'on le voit, c'est 3 ans après les émeutes, en 2008. Et donc, en fait, on va avoir une rencontre entre, d'un côté, des jeunes souvent issus de l'immigration française qui ont le droit de vote, et eux, et qui veulent participer, être représentés, et qui se sentent plus en phase avec leurs élus blancs, cocos, les vieux cocos blancs, on va dire, voilà, ou aux réunions de section, ça mange du saucisson et la soupe aux oignons, voilà, et ça boit un coup, et voilà. J'y étais, j'ai vu ça. Et puis de l'autre, une rencontre entre ces jeunes-là et en fait, un homme politique, un Rastignac du 93, qui lui voilà, veut consolider son pouvoir, veut être pour effectivement, comme tu l'as très bien dit, veut faire après Bobigny, il veut l'UDI, il veut la présidence de l'UDI, il n'est pas encore président de l'UDI, et après la présidence de l'UDI, il a des ambitions ministérielles et voire présidentielles. Lagarde, en fait, Macron lui a coupé l'herbe sous le pied, enfin c'est comme ça qu'il le dit lui, parce qu'il a toujours pensé, il a commencé la politique très jeune, qu'il y avait une place pour un homme politique au centre, le temps du centre était venu, etc. Il le disait à tout le monde, puis bon, Macron est arrivé, voilà, plus brillant, machin, mais il avait des ambitions présidentielles. Donc voilà, là on retombe à la question du début, qui est que pourquoi en fait, du coup, quand a été révélé que à Bobigny, qui est donc sa ville où il a placé ses proches, on avait embauché la femme d'un membre du gang des barbares, pourquoi il n'a pas réagi, quoi. Voilà, c'était un peu la question de départ. Et donc, la réponse... Excuse-moi, il y a un point quand même qui me semble très important, parce que tu parles d'élections, de pourcentage de voix pour la gauche, etc. Et de ce Lagarde, donc, qui vient du centre droit et qui est un peu comme un cheveu sur la soupe. En plus, il est pas du tout, il est de la région ou il vient d'où celui-là? Non, même pas. Il vient de Châtellerault. Bon, c'est pas bien sa biographie, mais enfin, il dit qu'il a grandi à Bobigny, à Drancy, voilà, d'après sa page Wikipédia. Mais bon, non, effectivement, il est a priori pas bienvenu dans les cités en plus, quoi. Okay. Donc, il a besoin d'un passeport pour entrer. Et il y a un point quand même que tu soulèves et qui est, il me semble fondamental pour comprendre le clientélisme qui va se mettre en place, c'est qu'il y a besoin de très peu de voix, en fait, pour gagner une municipalité, parce que personne ne vote. Comme il y a un taux d'abstention gigantesque, il suffit de ramener quelques votants, enfin quelques quand même, et hop, on a gagné la municipalité. C'est ça qui s'est joué, en fait. Oui, exactement. En fait, il faut une ville comme Bobigny, il y a à peu près 50 000 habitants. On ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, etc. Mais à peu près 50 000 habitants. Et en fait, il y a 20 000 inscrits sur les listes et on gagne à 5 000 voix. Donc, on gagne avec un quart en fait des inscrits. Donc, 5 000 voix. Quand on sait qu'on peut avoir en gros 2-3 000 voix des pavillons, il reste 2 000 voix. Voilà. Donc 2 000 voix, c'est facile. Hein. C'est 2 000 voix, c'est sachant qu'il y a des familles nombreuses, beaucoup. Je sais pas, c'est 10-15 familles, c'est 2 ou 3 cités. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en fait, lui, il va s'appuyer pour conquérir le pouvoir. Donc j'ai parlé tout à l'heure de son collaborateur blanc, qui est un peu le pro de la politique, mais il va s'appuyer aussi sur un jeune d'origine iranienne dont il fait son assistant parlementaire. Il s'appelle Kianouch Moghadam et lui vient de la cité Paul-Éluard,
qui est la grande cité à Bobigny quand vous sortez du métro, voilà, sur dalle, c'est-à-dire surélevé comme ça, et qui va être… voilà, ils vont mettre le paquet sur cette cité en finançant les associations tenues par les boss de la cité, en fait. Donc, c'est ça le deal électoral. C'est-à-dire, on finance vos associations qui sont souvent créées pour l'élection, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer des associations qui existent et qui font un travail d'insertion, etc. C'est en général bidon. Ces associations, elles sont créées pour servir de réceptacle à des fonds publics, en l'occurrence les fonds de la réserve parlementaire que Lagarde avait à disposition comme tout député. Et donc, il a largement arrosé Bobigny. Les associations, voilà, je dis d'aide aux devoirs, d'insertion, de machin. Et en fait, les responsables associatifs, voilà, sont les piliers de sa campagne. Ce sont ceux qui vont ensuite prendre le pouvoir, avec qui il a fait ce pacte, quoi. Et en fait, parmi ces responsables associatifs, il y avait la femme du gang des barbares, quoi. Voilà. C'est là on va arriver à ça qui est le point le plus effrayant dans cette affaire, mais le fait d'abord d'avoir des associations que les députés financent avec leur réserve parlementaire, etc., ça se faisait partout. C'est une des raisons pour lesquelles on a supprimé cette réserve parlementaire. Ouais, c'est pas quelque chose de spécifique à Bobigny, là. Enfin, je ne connais pas bien comment ça se passe dans les municipalités, mais semble-t-il, ce clientélisme, il existe partout, en fait. C'est un des défauts du système français. Non, c'est sûr que partout, les responsables associatifs, ils sont sur les listes. On le voit à Paris aussi, on deal avec les Chinois dans tel quartier où il y a beaucoup de Chinois, etc. Non, mais c'est sûr. Après, je dirais que là, ça s'est radicalisé et puis il y a beaucoup d'associations qui sont fictives, déjà. C'est-à-dire que moi, dans mon enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'argent. Alors, on n'est pas chez Dassault, ce n'est pas des millions d'euros non plus. Voilà. C'est 10 000 qui sont donnés, 15 000, 50 000, 100 000, mais des associations qui n'existent pas, en fait, c'est-à-dire qui sont des pures boîtes aux lettres, et notamment dans la sphère religieuse. Donc, en fait, là, on finance le culte, déjà qui est normalement interdit. C'est-à-dire que le député il va financer, par exemple, l'association des musulmans de Bobigny. Et moi, dans mon enquête, j'ai découvert que l'argent, il était allé direct. Alors, nous, on connaît ça un peu à Dorvador, sur le compte de l'association cultuelle. Non, je veux dire, on connaît au sens où, voilà. Non, mais j'imagine que vous ne faites pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous connaissez le système. Il y a association culturelle et cultuelle. Et on n'a pas le droit de financer le cultuel. Donc, là, l'argent, il a été viré le lendemain du chèque. Il a reçu le chèque du député. Et hop, le lendemain, il était sur le compte de l'association cultuelle pour financer les travaux de la mosquée ou autre chose, parce que la mosquée est toujours en chantier. Et c'est vrai que déjà, ça interroge comme choix de financement. Je ne sais pas si partout dans tout le territoire, les députés financent les associations religieuses. On est au cœur de la banlieue rouge. Et tout autour de ces endroits que tu décris, il existe des lieux où les communistes font exactement la même chose que ce que tu décris avec l'UDI. À Saint-Denis, la commune de Saint-Denis, le clientélisme communautariste avec l'alliance avec les islamistes, l'alliance avec les voyous existe. On n'est plus dans le 93, mais si on va dans le 94, on a Ivry, qui est guère mieux loti, où il y a également ces liens avec énormément, par exemple, de communes qui financent des terrains pour des associations dites culturelles, dont on sait, comme tu dis pleinement, qu'elles sont cultuelles. Il y a même des écoles coraniques hors programme non avec l'État qui sont financées. Donc, ces magouilles-là,
je vais te poser une question qui va te surprendre. Est-ce qu'il existait une situation pareille à Bobigny et à Drancy avant que les communistes lâchent pour l'UDI? Oui, oui, complètement. Bah, d'ailleurs, Lagarde, il s'est appuyé sur le système communiste. Ayant été opposant pendant longtemps, il l'a étudié de près et il l'a retourné à son profit. C'est évident. Toutes les associations qui étaient inféodées au parti, les associations de femmes, les associations d'anciens combattants, les associations de jeunesse, etc. Évidemment, il y avait toute une nébuleuse associative qui était liée au parti. Et c'est sûr que avant, il fallait mieux avoir sa carte au parti pour avoir un emploi municipal et à la CGT. Ça, c'est sûr. Et bon, maintenant, c'est là, il faut mieux avoir sa carte à l'UDI ou être proche amis avec le gang des barbares. Bon, voilà. C'est juste que là, on a quand même un peu changé de dimension. Je veux dire, on n'est plus dans le clientélisme à la papa où je te finance, tu as ton association de, je sais pas quoi, distribution alimentaire. Là, on est quand même dans un système où on crée des associations ou simplement, en fait, d'achat de voix. Hein, voilà, c'est de l'achat de voix. Enfin, je vais dire des soupçons d'achat de voix, prendre un procès, mais on est vraiment dans la présomption d'achat de voix qui passe par le mécanisme associatif parce que c'est invisible, parce que c'est légal. Voilà, ça ne se voit pas, il n'y a pas de contrôle. Et puis, l'association, c'est une sorte de passeport, quoi. Quand tu es jeune et que tu veux créer un jeune de banlieue, que tu crées une association, tout le monde te dit « Ah, c'est formidable, voilà, on va t'encourager de donner de l'argent. » Mais c'est un système vraiment pour le coup d'achat de voix. Oui. Et alors, sur qui on s'appuie, si tu veux, c'est ça la question, c'est sur qui on s'appuie. On s'appuie quand même sur les caïds et pas n'importe lesquels. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, à Bobigny, on s'appuie sur les copains, sur le gang des barbares. Quoi. Voilà. Alors justement, Ève, je me fais aussi un peu l'interprète de Cyril de Neve Shalom, et je veux poser à peu près je voulais poser la même question. Est-ce que quand même on part sur un truc qui est très risqué, une alliance visible avec la tête sur une affiche d'une fille proche du gang des barbares, mais est-ce qu'on est à ce point sûr qu'il n'y aura pas de réaction énorme de la part de l'opinion française pour prendre un tel risque qui n'est pas, comme tu dis, avec les dealers du coin, mais avec un gang de criminels? Est-ce qu'on est à ce point sûr de l'indifférence générale de la population française sur un truc aussi gros? Alors, si tu veux, je pense que déjà, il y a de la part du député, je pense que c'est le cas d'hommes de pouvoir, un sentiment de toute puissance et d'impunité. Enfin, les deux vont ensemble. Impunité, s'ils ont commis quelque chose, s'ils ont été en infraction, mais la toute-puissance, moi, je l'ai vraiment senti. Ils ont l'arme juridique avec eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des procès payés par la collectivité. On appelle ça la protection fonctionnelle. On se fait payer les frais de justice. Et ils s'en servent, et ils en usent et en abusent. C'est ce qu'on appelle les procédures bâillons. Donc, chaque fois qu'il y a un opposant qui va faire un tract ou un journaliste qui va faire un article, etc., bing, procédure, qui gagne pas toujours, mais bon, ça suffit pour intimider. Moi, j'aurais jamais pu écrire ce bouquin si j'avais pas un éditeur comme Albin derrière moi, hein, avec un service juridique, etc. Mais sinon, on ne peut pas se permettre de faire aujourd'hui en France, d'enquêter si on n'a pas derrière un éditeur ou un journal qui a vraiment les reins solides et qui est indépendant en plus. Voilà. Donc, tu as été menacé. Il y a eu des tentatives d'empêcher la sortie du livre. C'est intéressant. Non, parce qu'ils n'auraient pas pu. Enfin, je pense qu'ils ont étudié la question et qu'ils ont vu que qu'ils n'auraient pas gagné en référé. Mais par contre, j'ai eu des menaces de procès qui, pour l'instant, n'ont pas été mises à exécution, de procès en diffamation. Ouais. Et qu'est-ce que je te disais? Ouais, j'ai eu des menaces. Donc, il y a un sentiment d'impunité. Et en fait, si tu veux, cette femme, quand elle apparaît effectivement, donc celle dont je vous parlais, la compagne du gang des barbares, qui est au centre de l'affiche de campagne avec son voile noir, en fait, les gens le savent à Bobigny et ils en ont peur. C'est pour ça qu'ils vont voter droit, hein, ils vont voter du bon côté. Mais sinon, les gens ne la connaissent pas. Et c'est parce que j'ai enquêté grâce à Hugo Portier, le lanceur d'alerte, etc., que moi, j'ai découvert que
c'était pas un hasard qu'elle soit là. Non seulement elle avait été recrutée à la mairie, mais je découvre qu'avant, pendant la campagne, elle a un rôle central, qu'elle est au centre de l'affiche, etc. Ça, on peut retrouver le visuel, là, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est frappant. Et ils font coup double avec cette femme qu'on met au centre de l'affiche. On envoie le message aux voyous, regardez, les voyous sont avec nous. Donc déjà, faites gaffe, les opposants, c'est une façon de dissuader de voter contre, ou en tout cas d'aller exprimer une opposition par des tracts, etc. Mais on envoie, comme elle est voilée, un message aussi de l'autre côté aux islamistes en disant, ou en tout cas aux musulmans, pas à toute la communauté, parce que toute la communauté ne se reconnaît pas là-dedans, mais on envoie un message en disant, voilà, on est avec, elle est voilée, on est avec eux, quoi. Donc, alors, tu as parlé, tu as mentionné à un moment la communauté juive. Oui. Alors, logiquement, on a vu beaucoup de voix s'élever dans la communauté juive pour te soutenir. On a entendu des dirigeants communautaires. Moyen, ouais. D'accord, mais enfin, il y en a quelques-uns qui se sont un peu mouillés quand même. Est-ce que tu as eu par ailleurs des gens qui sont proches ou qui sont dans la communauté juive qui ont adopté un point de vue moins sympathique et plus lié à l'UDI? Ce serait bien qu'on l'entende, ça. En fait, la communauté, je dirais que, elle est restée plutôt silencieuse. Et quand elle s'est exprimée, ça a été contre le livre. Non, il faut quand même dire ce qu'il en est. Enfin, je ne dis pas vous, bien sûr. Hein, mais, oui. C'est-à-dire que le premier à réagir, c'est Meyer Habib, qui est donc député de l'UDI. Voilà. Donc, Lagarde, c'est son boss. Et il démonte le livre. En tout cas, il défend Lagarde en disant c'est impossible. Il n'était pas au courant qu'il y avait à Bobigny la femme du gang des barbares. C'est impossible qu'il l'ait su. Donc, ce à quoi moi je répondais, peut-être qu'en 2014, il ne le savait pas. Mais enfin, 6 ans plus tard, il le sait et elle est toujours là. Donc, expliquez-moi pourquoi elle est toujours là. Et puis ensuite, on a eu aussi Samy Gozlan, que je connais bien et avec qui j'avais des très bonnes relations étant en poste là-bas. Donc, le président de... j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle son association Vigilance, je ne sais plus quoi, un truc comme ça, non? Oui, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA. BNVCA. Qui joue un rôle important aussi pour faire remonter ce qui se passe, etc., par rapport à l'antisémitisme, aux actes antisémites, qui lui aussi a pris position pour Lagarde, mais il faut comprendre que ça, c'est des gens qui... Bon, Habib, on a vu, le BNVCA, son siège est à Drancy, il a reçu de l'argent, il a été financé comme une association, au même titre que d'autres associations par la mairie de Drancy. Donc voilà, il a un lien quand même il a une forme de dépendance aussi financière, etc. par rapport à la mairie. Alors, mais comprendre pourquoi, pour le rôle de la communauté juive là-dedans, peut-être pour comprendre. Mais moi je trouve qu'avant d'essayer de réfléchir à le rôle qui reste assez petit d'ailleurs, puisque la communauté juive est petite là-bas. Peut-être on va revenir là-dessus, sur ce que c'est que la communauté juive de Bobigny, Drancy, etc. Qu'est-ce qui reste comme juif là, dans ce coin-là. Mais maintenant, je voudrais d'abord expliquer pourquoi, où est-ce qu'elle arrête dans la gorge, si je peux dire. Parce qu'on ne l'a pas bien expliqué, parce qu'on a évoqué le gang des barbares. Maintenant, il faut expliquer clairement de quoi il s'agit. Donc, expliquer qui est Linda Benakouche, son rôle par rapport au gang des barbares. Donc, elle est la petite amie, semble-t-il, de longue date et encore d'un certain Jean-Christophe Sambou, qui lui-même est, semble-t-il, mais ce n'est pas clair, il a été condamné à une très lourde peine de prison dans le procès du gang des barbares, et 18 ans, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, donc c'est la plus lourde après Fofana. Oui, la plus lourde après Fofana. Et on le soupçonne, donc tout le monde sait, j'imagine, de quoi on parle, c'est l'affaire Halimi. Donc Halimi a été enlevé en 2006, retrouvé agonisant après avoir été torturé pendant des semaines dans un sous-sol d'HLM. Ça se passe à Bagneux, pas du tout à Bobigny, c'est un autre coin de Paris. Bagneux, hein, c'est tout à fait différent, c'est dans le sud. Mais néanmoins, c'est des bandes qui, semble-t-il, travaillent ensemble. Et il y a des soupçons, mais ça n'a pas été prouvé, que Jean-Christophe Sambou, alors
ce qui a été prouvé, c'est qu'il est partie prenante de l'affaire, il est condamné à 18 ans, mais ce qui n'est pas rien comme peine en France aujourd'hui. Mais toi, tu sembles, enfin, tu n'es pas la seule, soupçonnée d'être en fait le cerveau de cette affaire, plus que Fofana. Il serait le plus responsable que Fofana. Et ça aurait été lui le chef. Mais ce n'est pas été prouvé. Et il a donc une petite amie qui garde, même une fois en prison. La relation semble continuer. Cette petite amie est Linda Benakouche et elle est en tête d'affiche de la, Elle a 2 enfants avec garde. lui. Elle a 2 enfants avec Sambou, oui, donc c'est une relation dont, voilà, d'accord. Oui, une relation plus grande. enfants. Et elle est pas en tête de liste exactement, mais enfin, elle est une des poulines de la garde. Oui, tout ou à fait. plutôt du prête-nom de la garde, parce qu'en fait, la garde ne se présente pas lui-même à Bobigny comme maire. Exactement. Il a un prête-nom, il est déjà maire. et qui lui-même, ce prête-nom, est un rien du tout, qui est construit une construction de zéro, parce qu'il n'avait jamais fait de politique avant, rien du tout, personne ne le connaît, et tout d'un coup, il devient maire de Bobigny, donc c'est un homme de paille, de toute évidence. Et derrière lui, il y a toute une bande de gens qui dirigent, et tu décris des scènes quand même assez surréalistes, on se croirait dans un western, de convocation. C'est vraiment un truc assez haut en couleur, et de scènes qui se passent quelquefois dans les locaux de la mairie, enfin des trucs assez étonnants. Et donc, il faut comprendre, peut-être avant de parler de la communauté juive, que dans toute cette affaire, arrive au pouvoir à Bobigny, en tout cas, le système mis en place par la garde s'appuie sur non seulement des brigands, voilà, de trafic de drogue et compagnie, mais des gens d'un tout autre niveau que du trafic de drogue avec l'affaire Halimi. Et là, qui nous concerne, puisque l'affaire Halimi est une affaire foncièrement antisémite. Alors donc, complètement. et c'est là où Oui, c'est pour ça que... il faut expliquer maintenant, une fois qu'on a... Alors, explique ce point-là clairement, et après on parlera de la communauté juive. Oui, tout à fait. Ben voilà, donc le livre s'appelle Le maire et les barbares. Hein, donc c'est pas, je suis pas en train de dire que les habitants de banlieue ou même les jeunes de banlieue sont des barbares. Hein, c'est bien le gang des barbares. Et ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Oui, ce sont appelés comme ça, absolument. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas si c'est eux ou la presse, mais enfin, c'est eux qui s'appellent comme ça. Non. C'est eux qui s'appellent comme ça. Non, au départ, je crois que c'est la presse, mais Fofana, qui était très mégalo, l'a repris à son compte. Bon, peu importe. Mais donc, c'est bien le gang des barbares. Hein, donc, et effectivement, cette Linda Benakouche qui est au centre de la campagne, de l'affiche de campagne, avec son voile noir, c'est donc la femme de Jean-Christophe Sambou. Et du coup, en m'intéressant à la conquête de Bobigny, à la conquête du pouvoir, ben, je me suis intéressée aussi à Jean-Christophe Sambou. Donc, je me suis plongée dans le dossier Halimi, que j'ai fini par obtenir, hein, qui est un gros dossier, le dossier judiciaire de l'instruction. Bon, c'est des milliers de pages, je n'ai pas tout lu, mais enfin, j'ai lu tout ce qui concernait Sambou. Et j'ai découvert, et ça, je dirais que je suis la première à vraiment à l'avoir écrit, que Jean-Christophe Sambou, qui était chargé de l'enlèvement d'Ilan Halimi avec 2 complices, effectivement a enlevé Ilan Halimi, a été condamné pour ça, mais que son rôle était sans doute bien plus étendu que celui-là. Il avait un véritable ascendant sur Fofana. Fofana en avait peur, et ça transparaît dans le dossier. Fofana, à un moment donné, a rendez-vous avec Sambou pendant la prise d'otage. Et il est avec Yalda, d'ailleurs. Il est avec l'APA, que j'ai rencontré aussi pour l'enquête. Il dit, oulala, faut pas qu'on soit en retard. On a rendez-vous avec les mecs de Boboche, de Bobigny. Faut pas qu'on soit en retard parce que ces mecs-là, ils plaisantent pas. Ils avaient une réputation terrible, les gens de Bobigny. Et c'est toujours le cas. Bobigny a la réputation d'être vraiment la ville la plus criminogène du département. Et c'est pour ça que Fofana, c'est lui qui a eu l'idée. Il faut comprendre que c'est Fofana qui a eu l'idée d'enlever un juif contre de l'argent. On est en 2005-2006. Il y a Dieudonné qui n'arrête pas de dire, enfin voilà, il y a un regain de l'antisémitisme avec Dieudonné auquel Fofana est très sensible à Dieudonné parce qu'il est noir, lui aussi africain, etc. Donc il y a cette idée que les juifs, en plus, ont exploité les noirs, enfin, qu'il y a une revanche à prendre. Et donc, Fofana a l'idée d'enlever un juif pour faire de l'argent.
Et il fait appel à Sombou, qu'il connaît parce que Sombou fait du trafic de drogue à Bagneux. En fait, il a viré des types qui tenaient un point de deal de cocaïne et d'héroïne. Il les a virés parce que Sombou, c'est un mec qui fait 2 mètres pour 98 kilos. Enfin, c'est vraiment un mec, d'ailleurs, très, très impressionnant. Même les flics le disent, ouais, c'était une sorte de carrure comme ça de rhinocéros. Il a viré les mecs de Bagneux, il a pris le point de deal. Donc, du coup, il est un peu considéré à Bagneux comme lui et ses comparses, comme voilà, un dur, quoi. Et donc, Fofana fait appel à lui pour l'enlèvement. Sauf qu'en fait, Fofana, rapidement, ça commence à merde. Enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire, mais la famille ne veut pas payer. Enfin, les flics disent à la famille de ne pas payer. Donc, il devient complètement fou. Il fait des allers-retours à Abidjan. Et en fait, en son absence, c'est Sombou qui finalement est le véritable chef, quoi. C'est lui qui mène les opérations en l'absence de Fofana. Et bon, la question qui reste ouverte, hein, moi que je pose dans mon livre, il y a un chapitre entier qui est un peu comme une histoire dans l'histoire, mais bon, voilà, c'est l'occasion jamais d'en parler. C'est sa responsabilité éventuelle, qui par contre n'a pas été reconnue sur le plan judiciaire, dans l'assassinat d'Ilan Halimi. Puisqu'au terme de 3 semaines de détention, Ilan Halimi a été emmené dans un bois, enfin, dans l'Essonne, au sud, à Saint-Geneviève-des-Bois, où il a été immolé, poignardé et laissé pour mort. Et le seul qui a été condamné pour cela, c'est Fofana. Or, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je montre que j'ai découvert dans le dossier en lisant le dossier que le portable de Jean-Christophe Sombou bornait dans le coin, à Bagneux, puis pas à Saint-Geneviève-des-Bois, mais entre Bagneux et Saint-Geneviève-des-Bois, la nuit de l'assassinat d'Ilan Halimi. Voilà. Bon, l'affaire a été jugée en appel, etc. Donc, je ne sais pas si le dossier sera rouvert. Mais voilà, voilà, ce que je veux dire, c'est voilà à qui on a affaire et voilà avec qui, sans doute sans savoir hein, toute l'histoire, hein, je veux bien le croire, je laisse le bénéfice du doute, et voilà avec qui l'UDI s'est allié pour gagner Bobigny. Puisque je montre aussi dans mon livre que Sombou a joué un rôle dans la campagne depuis sa cellule. Vous savez que tous les détenus ont des téléphones qu'on leur laisse à disposition parce que sinon ça serait c'est comme une soupape le téléphone, en contact. Et je sais, par des témoignages, qu'il a activé ses réseaux pour faire gagner l'UDI et sa femme, pour qu'elle ait un poste, puisque ayant un poste, sa femme ayant un poste, ensuite ils ont eu 2 bébés au parloir, ça lui a permis de présenter un dossier solide au juge, au juge qui d'ailleurs l'a libéré, c'est un peu la fin de mon livre, c'est un peu la boucle est bouclée qu'il a libéré il y a 1 an. Là, il a été libéré en juillet 2019. Voilà. Donc, il y a eu aussi il y a un pacte, ce que j'appelle le pacte dans le pacte, c'est-à-dire que Lagarde s'est allié avec eux pour prendre le pouvoir, mais eux, de leur côté, avaient un intérêt, c'était de faire sortir son bout de prison. Voilà. Et apparemment, ils ont été… Et la Linda Benakouche, apparemment, il y a un fait divers assez sordide avant, puisqu'elle aurait donné un coup de tournevis dans les parties génitales d'une femme enceinte qui aurait provoqué une fausse couche. Enfin, c'est un truc hallucinant. Ouais. Alors, c'est des histoires en l'amenant dans une cave en banlieue, mais cette fille-là n'est pas seulement la compagne d'un gangster, elle est elle-même un peu gangster sur des bords. Bah, elle, c'est une caïd au féminin, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais oui, tout à fait. Elle-même, elle a un passé judiciaire qui est très, très lourd. Très lourd. Et d'où ma surprise et qu'elle ait été embauchée comme chargée de mission et qu'elle le soit toujours 6 ans plus tard, alors que la préfecture de Bobigny, elle n'avait pas forcément les diplômes pour occuper ce poste, etc. La préfecture de Seine-Saint-Denis a sommé la mairie de la démettre, enfin de mettre fin à son contrat, etc. Mais envers et contre tout, ils l'ont gardée. Et pourquoi ils l'ont gardée? Parce que c'est une pièce maîtresse et parce que une fois qu'on a conclu ces alliances, on ne peut plus s'en défaire. Voilà, ils sont coincés, la garde il est coincée, et c'est pour ça que 6 ans après, elle est toujours là. Parce que si vraiment
au risque de sa carrière. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à risquer finalement de voir sa carrière ruinée par cette alliance, mais il peut plus, une fois on a mis le doigt dedans, c'est fini, on ne peut plus s'en sortir. D'ailleurs, pour moi, la preuve par l'absurde, c'est que, enfin, si on peut dire, c'est qu'il est protégé. Pourquoi le maire de Drancy, enfin, aujourd'hui c'est sa femme qui est maire, il a passé la mairie à sa femme, là, pour l'histoire de non-film des mandats, mais pourquoi, je veux dire, pourquoi un député de la République a besoin d'être protégé par des gardes du corps en permanence, chaque fois qu'il sort de sa mairie? Bon, voilà. On n'est pas en Corse, à Marseille, je ne sais pas où. Enfin, bah, si, il faut croire que c'est pire que la voilà. Corse. C'est pire. À mon avis, c'est même pire. C'est même donc, pire que ce qu'on dit dans le Sud, bien sûr. mais moi, ce qui est important, alors, parce que là aussi, tu dis c'est aussi intéressant. Donc, la garde, pour des raisons d'interdit de cumul de mandat, refile la mairie de Drancy à sa femme, c'est ça? Ouais. Bon. C'est des Ça fait pratiques vraiment qu'on connaît. système quand même. Hein. Ça en dit long aussi quand même. C'est des systèmes qu'on connaît ailleurs. Bon, on n'est pas très loin de le Valois, c'est un peu un système équivalent. Ouais. Mais, et donc, ce qui est intéressant ici, c'est l'alliance. Donc, c'est le micmac, c'est évident. Le micmac politique, comme on en connaît dans, hélas, pas mal d'endroits en France et ailleurs d'ailleurs. Le micmac politique, l'alliance, l'intérêt qu'ont tous ces gens-là à faire de la politique, il y a un intérêt financier évident, parce que intérêt soit de salaire, soit de salaire de chargé de mission, soit d'avantages en ceci ou en cela, en formation, en financement d'associations bidons, etc. Indemnité parlementaire, enfin, toutes sortes de choses. Donc, il y a un intérêt à faire de la politique, c'est un intérêt financier réel, ce n'est pas un intérêt d'intérêt au sens de l'intérêt de la chose publique. Non, non. Donc, ça dévoile bien ces choses-là qu'on peut voir ailleurs, c'est pas le seul, sauf que là, ça va tellement loin, je pense qu'on est vraiment une caricature avec, c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin, pour reprendre cette expression, et que cette carpe et ce lapin, c'est cette alliance entre un monsieur bien propre sur lui en apparence, donc la garde, tout à fait cravaté, tout ce qu'il faut, et une bande de gens vraiment qui est le bas niveau, le plus bas niveau, le plus mafieux, le plus crapuleux des banlieues. Ce qui fait peur dans les banlieues vraiment, c'est justement ces gens-là, c'est Benacouche et Sambou, et ce couple qui est quand même un couple assez presque de cinématographique, moi je trouve, et qui fait des enfants d'ailleurs, ça marche. Et du coup, alors c'est ça que tu soulèves. Maintenant, à moins qu'il y ait un point à ajouter qu'on n'a pas bien expliqué, qu'est-ce que ça provoque? Quelle est la réaction à tout ça? On a parlé un petit peu de la communauté juive. Tu vas revenir maintenant que la communauté juive, apparemment, je voudrais que tu dises 2 mots là-dessus, mais qu'est-ce que ça provoque dans le monde politique? Tu peux développer ça? Ton livre, puis l'article du Point, il y a eu un numéro des Points, puis il y a eu d'autres livres aussi qui sortent sur le sujet. Enfin, tout ça devient très médiatisé aujourd'hui. Oui. Alors, mon livre, il y a 2 choses. Il y a un effet un peu de sidération et quelque part, comme on touche à quand même un tabou, qui est l'affaire Halimi, contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai pas eu, comme pour d'autres livres qui sont sortis sur le 93, une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, etc. Après, dans la classe politique, globalement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. J'ai eu des réactions privées, mais tout le monde a peur de se voir accusé. Enfin voilà, c'est que celui qui n'a pas péché, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, il n'y a pas eu, on va dire, à part à l'extrême droite, Jordan Bardella, qui a liké mon livre, enfin qui en a dit du bien, là, il l'a lu pendant le confinement. Marine Le Pen qui a fait allusion, donc à l'extrême droite, effectivement, ça sert, quoi, apparemment, leur thèse, enfin,
Mais sinon, il y a une forme de solidarité de fait de la classe politique. Mais enfin, ça ne m'étonne pas parce que quand Dassault, les juges avaient demandé qu'on lève son immunité parlementaire, il était sénateur, il a fallu s'y reprendre à 3 fois. Bon, 3 fois, les sénateurs avaient refusé de lever l'immunité parlementaire et de permettre à la justice de le mettre en examen. Donc, il y a quand même une forme de corporatisme dans ce monde-là. Même si, bon, j'ai eu globalement un meilleur accueil à droite et à gauche, j'ai eu un silence gêné, parce que mon livre, il n'y a pas seulement l'alliance avec la voyoucratie que je dénonce, enfin, c'est aussi l'alliance avec les réseaux islamistes. On n'aura pas le temps de les développer, mais je montre comment s'est mis en place un écosystème islamique. Là, j'emprunte l'expression à Bernard Rougier, qui a écrit un livre qui est paru juste avant. Il y a une sorte de... On ne s'est pas concerté, mais Didier Deninx a écrit un livre que peut-être vous avez lu, Banlieue naufragée, sur le système communiste à bout de souffle à Aubervilliers et les alliances avec les islamistes. Bon, il y a eu le Bernard Rougier, qui lui est un universitaire. Il y a eu le mien. Enfin, on est tous sortis en même temps, entre janvier et mars, en gros, et février, entre décembre et février. Et pour montrer que dans ces banlieues, effectivement, il y avait une sécession qui se mettait en place avec un écosystème islamique. Alors à Bobigny, c'est vraiment flagrant, puisqu'on a la salle de sport Suna Club, qui d'ailleurs appartient à un copain de Sombou, on est encore le gang des barbares, qui a été aussi financé par la mairie, qui a ouvert grâce à une subvention indirecte de la mairie. On a une école coranique dont parlait Jean-François, qui a été inaugurée en septembre 2015 comme n'importe quelle autre école par la mairie. Donc du coup, là je dirais que la dénonciation de l'islamisme a suscité effectivement des réactions un peu courroucées, mais pas tant que ça. Parce que je pense qu'il y avait quand même cette affaire Halimi qui fait un peu tabou, quoi. Mais juste sur le plan électoral, je voudrais quand même le dire. Donc, Aude Lagarde, femme de Jean-Christophe, a été élue parce qu'elle n'avait jamais été élue, il y avait passé son fauteuil, a été élue à 65%, là au premier tour, avec 7000 voix, c'est-à-dire quand même très peu. Il y a 70 000 habitants à Drancy, mais bon, avec le confinement, pas le confinement, mais l'appel à rester chez soi, bref, le premier tour, vous savez les circonstances qu'elle s'est passée, donc, mais bon, elle a gagné haut la main, donc le système, on voit bien que le système clientéliste fonctionne et est en place et il n'est pas prêt de bouger. Par contre, à Bobigny, l'UDI est en deuxième position, les communistes sont en première position. Confortable d'ailleurs, assez confortable. Ils ont une bonne avance, sauf qu'il y a pas mal de listes dissidentes, faussement dissidentes de l'UDI qui en fait risquent qui ont été, qui se sont lancées uniquement pour pouvoir peser sur le résultat final et donc négocier des postes, des marchés, des choses comme ça. Qui risquent de leur apporter les voix qui manquent au deuxième tour. Donc, ce n'est pas gagné. Mais voilà, ça, c'est un des effets du livre. Je voulais quand même le dire sur le plan électoral. Et alors, donc, apparemment, les faits, on en a parlé, ton bouquin. Ouais. Bon, il y a eu l'histoire du virus a un peu coupé court. Là. Ouais. Ça, t'as pas eu de chance avec ça, mais ça reprendra peut-être après. Mais on en a parlé. Le sujet a été médiatisé largement, notamment dans le numéro du Point, qui est quand même une grande publication. Ouais. Et il y a eu des émissions de télé, là, mais on a l'impression qu'il n'y a strictement aucune... Ça ne change rien. On a l'impression qu'on donne un coup, puis ça fait pchit un peu. C'est assez décevant, enfin, j'imagine pour toi, mais c'est aussi décevant pour le citoyen, enfin pour tout le monde. Et maintenant, juste ta réaction à ça très vite. Et comment tu expliques que la communauté juive, justement, puisque tu as levé un lièvre où quand même il y a une complicité dans cette affaire Halimi qui nous concerne et qu'on n'arrête pas de dénoncer l'antisémitisme dans certains quartiers, etc., et les agressions contre les juifs. Alors là, on est vraiment dans un des sommets, c'est hélas pas le seul, avec l'affaire Halimi, plutôt, l'affaire Halimi. Et il n'y a pas de réaction de la communauté juive.
Encore une fois, la communauté juive, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Enfin, en tout cas, de nos notables à nous. Comment Je sont-ils voudrais, élus aussi? On peut poser la ouais, question. pour compléter la question d'Yeshaya avec une hypothèse à laquelle tu pourras répondre, est-ce que le fort sentiment anticommuniste d'une partie de la communauté juive a pu jouer pour que on dise bon, après tout, le fait que ce soit des gens comme ça qui tiennent la mairie, c'est profit et perte à côté du risque d'avoir les communistes de nouveau au pouvoir? Est-ce que ça peut être ça? Oui, complètement. Non, mais en attendant que ça se rebranche, je suis comme sur les plateaux de télé, moi, je zappe d'une caméra à l'autre. Alors, j'ai mon, j'ai mon autre correspondant, non pas à Bobigny, mais à Ivry-sur-Seine. Et je me passe la parole à Antoine Spire, qui est aussi journaliste, qui connaît très bien tous ces problèmes, parce il a vécu dedans aussi à sa manière. Et alors Antoine, vas-y, réagis Écoute, là-dessus, d'abord, je voudrais dire, en attendant que Ève retrouve la voix. moi, je voudrais féliciter Ève, bien sûr, pour ce livre, et je voudrais qu'elle sache qu'il se trouve que je suis vice-président de la LICRA et que nous avons eu une réunion publique à Ivry, justement, autour de ce livre qui a rassemblé 100 personnes dans la campagne des municipales, parce que le problème, comme il a été dit un petit peu tout à l'heure, c'est un problème général de la banlieue rouge, et la banlieue rouge, c'est pas du tout terminé, hein. Il y a encore beaucoup d'endroits où ça reste des banlieues rouges. Alors, il y a eu en même temps que son livre, elle l'a cité tout à l'heure, le livre de Didier Deninx, Banlieue naufragée. Et nous, on a fait venir donc Didier Deninx à Ivry. Didier Deninx, qu'est-ce qu'il raconte dans son livre? Il raconte comment à Aubervilliers, on a à l'inverse, donc ce n'est pas un Lagarde, mais c'est un parti communiste qui fait l'alliance avec les islamistes et avec les dealers de drogue. Alors, je vous passerai les détails parce qu'il y a au moins autant de détails dans le livre de Didier Deninx que dans le livre d'Ève sur la manière dont sont instrumentalisés et les islamistes et les voyous. Et la différence, c'est que les juifs sont tellement peu nombreux que l'antisémitisme n'est pas exhibé. Mais je vais y revenir pour ce qui est d'Ivry. Nous avons connu une campagne, alors là, il y a quelques jours, quelques semaines, une campagne des municipales extrêmement curieuse, puisque toutes les forces de gauche non communistes se sont alliées, Parti socialiste, Vert et LFI, contre le Parti communiste. Et le Parti communiste a donc décidé de se présenter avec un petit parti islamiste qui s'appelle CCI et qui rassemble toute l'immigration et qui déjà était dans sa majorité avant, et que c'est un parti composé de gens qui sont de religion musulmane et qui, au moment des attentats en 2015, avaient fait une déclaration extraordinaire disant qu'ils étaient obligés de constater que cet attentat était bien mérité par la France, parce que la France allait, au fond, détruire les musulmans un peu partout dans le monde. Et que c'était donc une bonne réponse de musulmans à la situation dans laquelle on était. Et ce monsieur qui a fait cette déclaration et ce parti, ce monsieur était adjoint au maire. Et donc, le Parti socialiste, qui est dans l'opposition, avait demandé au maire de se désolidariser d'une telle déclaration. Et le maire a refusé de se désolidariser de cette déclaration en disant qu'il s'alignait sur ce qu'avait dit son adjoint, bien qu'il soit communiste. Donc, c'est une position très étrange du Parti communiste qui, jusqu'ici, n'avait pas à ce point fait l'alliance avec les islamistes. Mais dans la campagne, compte tenu du fait qu'il y avait toute la gauche non communiste contre lui, il a posé la première pierre d'une mosquée pour 5000 personnes. Nous avons à peu près le même genre de population. Nous avons à peu près 80 000 personnes, 65 000 personnes à Ivry, à peu près, 65 000. Mais une mosquée de 5 000, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avons 65 000 habitants. Et sur ces 65 000 habitants, il a eu, le maire communiste, il est en tête, et il a eu 5 000 au premier tour, il a eu 5 000 voix. On est exactement dans les mêmes conditions que ce que Ève décrit. Là, je parle d'Ivry. Mais ce que décrit Didier Deninx à propos d'Aubervilliers, c'est la même chose. Je voudrais seulement signaler que Didier a été obligé de quitter Aubervilliers parce que la situation était quasiment impossible pour lui, il faut le dire, et qu'il était pourchassé.
c'est aussi notre cas, nous, à Ivry, les opposants. C'est très, très difficile. Les injures sont très fortes. Et des injures antisémites, bien évidemment, se mêlent aux injures. C'est-à-dire qu'on a une situation très, très, très étrange où le Parti communiste fait alliance avec les seuls islamistes. C'est les seuls qui se présentent comme tels, avec un parti comme, disons, protagoniste politique. Et c'est assez étrange de voir le Parti communiste faire cette alliance contre toute la gauche non communiste. Et je ne sais pas comment les choses vont se jouer, puisqu'on va revoter, bien sûr, en fin septembre et octobre. Mais ce que je crois, c'est que ce qui s'est passé à Aubervilliers, ce qui s'est passé à Drancy et à Bobigny, montre que, au fond, des partis politiques qui sont très, très différents utilisent les islamistes et les voyous ensemble pour essayer de se faire une majorité. Ah, Eve est de retour. Non, Bah ça oui. marche pas. Donc, je voudrais dire à Eve que quand on a présenté le livre de Didier Deninx dans la campagne municipale à Ivry, au nom de la LICRA, nous étions donc une centaine, et ça a été un débat très, très difficile, mais très intéressant, très passionnant. Son livre a été, moi je l'ai présenté, son livre, au nom de la LICRA, en disant tout le bien qu'on en pensait, et Didier Deninx a dit aussi qu'il trouvait ce livre formidable. Et avec Didier Deninx, nous avons montré que Lagarde d'un côté, Aubervilliers d'enfin et Ivry, où les choses menaçaient, on avait au fond des situations comparables avec des forces politiques différentes. Oui, pour compléter ce que dit Antoine Spire, par contre, ça a été très bien couvert, l'histoire de l'embarrassant Monsieur Majid Messaouden à Ivry a été très, très bien couvert dans la presse. On en a énormément parlé. Il y a eu pas mal de papiers de Marianne qui en ont parlé, beaucoup plus qu'à Bobigny, entre nous. Alors, attends, maintenant je vais essayer. Merci beaucoup Antoine pour cet apport et puis d'avoir repris au pied levé là, le micro. Alors je repasse en studio chez Ftel si ça marche. On va voir si le studio spécial. On passe d'Ivry dans le cœur de Paris, des quartiers chauds. Et on va voir si ça fonctionne au cœur du confinement. Oui, c'est intéressant de voir ce qui se passe. J'avais suivi un peu aussi à Ivry. Oui, non, mais de toute façon, Bobigny, c'est un cas d'école, mais ça se reproduit partout, notamment sur l'alliance avec les islamistes. Et alors, sur l'antisémitisme, alors Bobigny, c'est vraiment pour le coup là un cas à part, à savoir qu'en fait, il y a une petite communauté, on estime à 60-80 familles aujourd'hui, et qui effectivement, comme Jean-François l'a dit, votait pas communiste, s'abstenait même aux élections, et qui, connaissant les bonnes relations de Jean-Christophe Lagarde à Drancy avec la communauté de Drancy qui était largement financée par la mairie, a choisi de faire alliance avec l'UDI, puisque donc Jonathan Bérébi, le fils du président de la communauté, a été nommé 5e adjoint et président de l'office public HLM, et donc qui a bénéficié en quelque sorte de ce système clientéliste communautaire en direction de la communauté musulmane, mais aussi du coup de la communauté juive. Mais on lui a demandé, en revanche, de rien dire sur l'alliance avec les barbares, non seulement de rien dire, mais de la défendre auprès de la communauté. C'est pour ça que quand Alliance, je vous ai parlé au début, a publié le tract sur son site, le fameux tract dénonçait l'embauche de Linda Benakouche, le premier qui monte au créneau, c'est Jonathan Bérébi. On l'envoie contacter la journaliste Claudine Douillet d'Alliance. Il va dire mais non, les relations sont très bonnes avec les Juifs, etc. L'entente cordiale, depuis que l'UDI est là, en plus, la sécurité est revenue, etc. Et il va être, moi ce que j'analyse, c'est que la communauté juive va servir de caution morale en fait à cette entreprise de compromission avec la voyoucratie. Et donc ça va loin parce que là on parle de l'alliance avec Gang des barbares, et Jonathan Bérébi jusqu'au bout, parce que va défendre finalement
va défendre la mairie UDI, qui voilà, lui a permis à 25 ans d'être propulsé président de l'office HLM. Son père et puis les amis de son père qui sont dans le BTP et tout. Enfin bon, il y a une enquête judiciaire en cours, ouverte, pour détournement de fonds publics, et il a été perquisitionné lui-même. Donc bon, il y a eu un rôle, voilà. Alors si un peu quand même de complicité, quoi, de fait, de la communauté, et à Drancy aussi également, où ils ont défendu le député envers et contre tout. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je comprends, c'est que les communautés, elles sont devenues tellement faibles qu'elles ont besoin de se chercher des protecteurs. Donc, on est dans une forme de retour de la dignitude. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on échange la sécurité contre la protection. Et donc, un protecteur, voilà, on le défend, enfin, on rentre dans le système, quoi, finalement. Et je pense que malheureusement, les communautés juives qui ne pèsent plus rien électoralement par rapport à une autre époque ne peuvent que se vendre, quoi, finalement, ou partir. C'est-à-dire, soit on s'en va, soit on n'est pas communautaire. Enfin, c'est parce qu'il y a beaucoup de juifs à Bobigny aussi qui sont notamment... Bon, il y a une communauté ashkénaze, on parlait yiddish, à Bobigny sur le marché, enfin, bon, on m'a raconté, etc. Il y a encore pas si longtemps. Soit on ne s'inscrit pas dans un cadre communautaire, et dans ce cas, voilà, si on s'inscrit dans un code communautaire, en gros, soit on s'en va, soit on se soumet, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est pas très... Bon, c'est pas très... Maintenant, ça n'explique pas pourquoi, à un autre niveau, on n'a pas besoin de protectorat direct. C'est un niveau plus élevé dans la communauté juive. J'ai envie de dire, chez des juifs qui sont intramuros et qui n'ont pas à craindre directement ce genre de pression de gang, comment ça se fait qu'ils ne soient pas montés au créneau? Apparemment, cette affaire-là qui touche pourtant directement à l'antisémitisme avec cette histoire de Linda Ben Akouche, son mari surtout, eh bien, la communauté juive, on ne l'a pas entendu beaucoup, d'après ce que j'ai compris, notamment les médias juifs, si tant est qu'il y a encore quelques médias juifs dans ce pays. Quand je dis médias juifs, je parle de médias communautaires, que ça soit clair. Lagarde, il fait partie de l'establishment. Voilà, c'est un chef de parti. Donc, par exemple, il est invité au dîner du CRIF et il n'était pas question de le désinviter. Je vous dis, il a affiché son soutien à Israël, donc on choisit de voir le verre à moitié plein, quoi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il est dans le double langage, comme Arafat pouvait l'être, et on fait semblant on retient que ce qui est positif, quoi, donc on va pas, on regarde pas l'affaire Halimi, et par contre, on retient qu'il a voté pour la reconnaissance, contre la reconnaissance de l'État palestinien, pour la loi criminalisant l'antisionisme, enfin, vous savez, assimilant l'antisionisme. Donc, ce qui est vrai d'ailleurs, ce que je mets dans mon livre, il a fait ça. Oui, mais d'accord, mais parce que là, il a annulé l'autre. Ouais. Mais là, il y a quand même, ça me semble passer des lignes rouges. C'est quand même étonnant de voir que la communauté juive ne réagit pas plus fortement, alors qu'elle aurait les moyens de le faire. Et je ne parle pas de petit truc local qui est dans une autre question, comme tu dis, une forme de nimitude. Et ensuite, il y a un dernier point sur la question qui nous concerne en tant que juifs, c'est le lieu où ça se passe. C'est quand même pas des lieux emblématiques. Peut-être il y a 2 mots à dire là-dessus également. Tu en parles un petit peu dans ton livre. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Drancy, tout le monde connaît le nom de Drancy, du camp de Drancy, mais en fait, Drancy-Bobigny, c'est 2 municipalités qui se touchent. C'est des municipalités où effectivement il y a eu une présence juive assez importante, mais il y a eu surtout le camp de Drancy, et les déportés de Drancy partaient de la gare de Bobigny. En fait, ce n'est pas la gare de Drancy qui servait à déporter les Juifs, c'est la gare de Bobigny. Et il y a dans la gare de Bobigny jusqu'à aujourd'hui une plaque commémorative sur les déportations. Donc on n'est pas en plus dans un lieu qui nous laisse indifférents en tant que juifs. Et donc ça rend la chose encore plus, je dirais, symboliquement en tout cas, plus forte.
Et est-ce que là aussi, il y a un enjeu, ces questions de mémoire, ça, dans toute cette affaire? Ouais. Ben, c'est bien qu'on finisse là-dessus parce que c'est vrai que moi, la première fois que je suis allée à Bobigny, c'était pour visiter l'ancienne gare de déportation, qui est un lieu incroyable. Je crois que c'est un lieu de mémoire comme il n'y en a pas d'autres en Europe, parce que cette gare, en fait, elle est sous un pont comme ça, ferroviaire, et elle était abandonnée à un ferrailleur pendant très longtemps. Et du coup, la nature, enfin, il y a une sorte une profusion de plantes, etc. Et moi, c'était par Anne Bourgon, qui était chargée de mission à la mairie, sous la mairie communiste, architecte d'État, qui était chargée de réhabiliter ce lieu pour en faire un véritable lieu de mémoire. Et en fait, il faut savoir que les Juifs, au départ, partaient du Bourget. Mais la gare du Bourget, étant une gare commerciale, enfin, c'est-à-dire de voyageurs, était trop voyante. Donc, on a fait partir, à partir de 42, on a fait partir les Juifs, ou 43, pardon, de Bobigny, qui était une gare de marchandises, beaucoup plus discrète. Et donc, ils allaient directement du camp de Drancy à la gare de Bobigny. Et bon, je ne sais plus combien de personnes sont parties, je crois autour de 30 000 personnes sont parties de là. Et bref, elle est restée en l'état, bon, grâce quelque part à ce ferrailleur. Et une des premières décisions de la municipalité UDI, quand ils ont pris le pouvoir, ça a été de virer Anne Bourgon, je raconte dans mon livre, cette chargée de mission. Alors finalement, il y a eu un coup de fil de Klarsfeld à la garde, donc de Paris à Drancy, pour qu'elle reste au moins jusqu'à l'inauguration le 28 janvier 2015. Voilà, il y a eu l'inauguration de la première phase de restauration de la gare. Elle a pu rester jusque-là, mais le lendemain matin, elle était virée, alors enceinte de 8 mois. Et la concurrence mémorielle joue à plein. Par contre, ils avaient mis sur leur programme la création d'un musée de l'histoire de la colonisation. C'était une revendication de l'UDMF, un parti communautaire, qui, pour prix de son ralliement à la liste UDI, avait imposé que figure au programme la création d'un grand musée de l'histoire coloniale, voilà, qui évidemment n'a jamais vu le jour, puisque le chargé de mission était un emploi fictif, comme beaucoup d'autres à la mairie. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est une des dimensions de cette affaire, hein, qu'on a plein, mais il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le rôle des indigènes de la République aussi, qui ont aidé, qui voulaient faire de Bobigny le laboratoire de la conquête des indigènes, entre guillemets, de la conquête de la République par les indigènes, et qui donc ont été présents aussi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est une affaire à multiples facettes, quoi. C'est une sorte de Bobigny de boîte de Pandore comme ça. Et voilà, on ne fait pas le tour aujourd'hui, mais en tout cas, merci de m'avoir invité pour en parler. Ça, voilà, merci beaucoup, Ève, parce que c'était intéressant comme tout. Et puis, malgré les petites coupures, voilà, comme la technique qui ne fonctionne pas super toujours bien. Mais je voudrais inciter les gens à lire ton bouquin parce qu'il est vraiment intéressant et plein de méandres. En fait, on se rend compte que c'est vraiment un panier de crabes. Hein, et justement, avec plein de niches et de petits problèmes qu'on ne soupçonne pas trop quand on ne met pas son nez là-dedans. Donc, je montre le livre à tout le monde. Voilà, c'est ce livre-là. Merci beaucoup. Bravo. Donc, tout le monde, lisez le bouquin d'Ève. Ça vous Merci. prendra des tas de choses. Merci pour l'intervention d'Antoine. Merci pour Jean-François Brun. Merci pour l'intervention de Daniel et son organisation.